plan catastrophe est déclenché chez nous au CHU le 15 juillet vers 1h16 du matin. On ne sait pas encore tout à fait qu'on va devoir gérer une crise dans la crise, c'est-à-dire que l'hôpital lui-même va être impacté par les inondations et aussi impacté par le fait que notre personnel va avoir difficile de quitter l'établissement et donc d'autres de venir à ses gardes ou à sa pause et que finalement on va se retrouver isolé, en tout cas autant à Notre-Dame-des-Bruyères qu'au CHU de Liège. Donc c'est une crise particulière parce que les chantiers paraissent morcelés. Lorsque, par exemple, je compare avec l'attentat ou les attentats à Bruxelles, on avait effectivement à Bruxelles plusieurs chantiers, mais ici à Liège, par exemple, en décembre, si vous vous souvenez, ben, c'était quand même serré à un endroit. Et ici, ce qui va être une particularité, c'est la multitude des chantiers, comme on appelle, comme les urgentistes les appellent. Alors, peut-être parler de l'éthique et de la philosophie de la prise en charge. Je suis spécialisée en clinique du trauma, je pense, depuis 20 ans. Et j'ai eu la possibilité, malheureusement, je vais dire ça comme ça, de travailler autant ici que dans des pays étrangers. Et donc de travailler à la fois à la gestion de crise et à la prévention du syndrome de stress post-traumatique dans un hôpital, mais aussi sur le terrain, notamment sur des postes psychosociaux avancés, comme ce fut le cas par exemple lors de l'explosion de la rue Léopold. Alors, je pense Anne-Claire Henry est là aussi ce matin et donc elle a participé à documenter le PowerPoint ici, notamment pour tout ce qui concerne les enfants et les adolescents. Et Anne-Claire, si tu as envie de me compléter, toi qui as une très grande expérience aussi de la gestion de crise, n'hésite pas à le faire, bien évidemment. Merci beaucoup, Mireille. Je t'en prie. Alors, de manière générale, ce qui est particulier peut-être aussi, c'est qu'il faut parler d'une éthique et d'une philosophie. Habituellement, j'ai l'habitude de dire que lorsqu'il y a ce type d'événement à caractère potentiellement traumatisant, et j'insiste toujours sur le terme de potentiel, parce qu'il y a des personnes très impactées qui ne vont pas ressentir dans leur chair et dans leur psychisme un état traumatique, même s'ils ont été confrontés à des événements extrêmes qu'ils ont dû gérer pour eux-mêmes ou pour leur famille. J'insiste toujours pour ne pas qu'on psychologise à outrance ou qu'on traumatise à outrance. Néanmoins, je crois que le psychologue de manière générale, mais aussi les assistants sociaux, et ici nous travaillons beaucoup lors des PUH avec ce duo, il faut pouvoir penser la prise en charge comme proactive, interventionniste, mais sans psychologisation à outrance et avec une vision holistique des impliqués directs et indirects. Ceux qui sont sur le terrain, encore sur le lieu, ceux qui vont être accueillis ici dans les centres d'accueil et ceux qui vont être accueillis aux urgences ou dans les différents services d'urgence. Et donc, ce qui est important, c'est, à mon sens, de travailler deux axes, autant pour les adultes que pour les enfants. Et quand je parle d'adultes, avec un point particulier pour les personnes plus âgées, mais aussi pour les enfants et les adolescents, c'est de penser les choses avec deux axes de prévention. Le premier, c'est évidemment la prévention du syndrome de stress post-traumatique et évidemment de la chronification de certains de ces symptômes. Et puis en deuxième lieu, ici en particulier, c'est de travailler la prévention des deuils et des deuils pathologiques, et je les ai mis au pluriel parce que à la fois il y a des deuils gelés pour certaines personnes qui va ne durer que quelques heures ou quelques jours, mais parfois beaucoup plus longtemps. C'est évidemment par rapport aux personnes qui sont disparues, et des deuils matériels et plus symboliques. Et certaines personnes, et nous en avons rencontré déjà,
multiplient les deuils et le travail du deuil de manière générale, puisqu'elles ont perdu un être cher, elles ont perdu leur maison et parfois leur outil de travail aussi. Et en perdant leur maison, elles ont aussi perdu tout ce qui est de l'ordre du symbolique. Et vous avez entendu, vous avez rencontré très probablement déjà aussi des sinistrés qui vous parlent parfois plus rapidement de la perte de ce qui leur semble être presque innommables, c'est-à-dire des photos par exemple, ou des objets qui n'ont pas de valeur marchande importante, mais qui ont une valeur sentimentale importante. Et donc, ces personnes vont être parfois confrontées à ces multiples deuils. Et donc, c'est ces deux types de travail qui sont à articuler, bien évidemment, parce que certaines personnes vont effectivement avoir à la fois à être confrontées à des images, à des odeurs, à des particularités du traumatisme sur lequel je vais revenir et en même temps entamer parfois un travail de deuil. Vous m'interrompez quand vous voulez, hein, parce que je parle beaucoup. Enfin, je suis un peu fatiguée, donc je parlerai un peu moins aujourd'hui, mais voilà, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, j'ai l'habitude, je l'ai remis dans ce PowerPoint, d'utiliser cette définition du risque psychotraumatique parce que, évidemment, ce n'est pas la panacée universelle, mais cette définition du psychotrauma qu'on enseigne d'ailleurs par ailleurs au cours de psychotraumatisme ici à l'ULiège me semble être une très très bonne synthèse de ce que ressentent les personnes qui ont vécu un événement à caractère potentiellement traumatisant. Je la lis avec vous. C'est Le Bigot qui l'a écrit, François Le Bigot, qui est professeur agrégé et qui, au Val-de-Grâce, et qui est notamment président, je ne sais pas s'il l'est encore, mais l'Association de langue française. Donc, définition de risque psychotraumatique. Pour qu'il y ait trauma, il faut plus qu'une simple menace sur la vie du sujet. Dans un moment généralement bref, et on va parler de cette brièveté, cette soudaineté de l'événement, celui-ci s'est vu mort. Il n'a pas seulement éprouvé dans l'angoisse l'imminence de sa mort, celle-ci s'est imposée à lui comme un réel qu'il a laissé pendant une fraction de seconde pétrifié. Et on va voir que les personnes qui ont vécu ces inondations, elles vont avoir parfois plusieurs événements qui sont à caractère potentiellement traumatisant, des sortes de séquences. Cet instant distingue désormais ces personnes des autres hommes, et les personnes en parlent, elles se sentent différentes des autres, car elles sont ou ils sont désormais porteurs d'une révélation bouleversante. Et la révélation bouleversante, c'est celle, très probablement aussi, une forme de représentation de la mort, alors même que la mort est irreprésentable pour l'être humain. D'une certaine façon, c'est notre limite à nous, les humains, notre limite d'imagination, c'est de pouvoir se représenter de manière réelle la mort. Et à force d'avoir rencontré des personnes qui ont vécu ce type d'événement, qu'ils soient de cette nature-ci ou de nature, par exemple, violente, hein, les personnes qui ont rencontré des violences et des violences extrêmes, elles vont dire que, ou elles ont la sensation, ou en tout cas, on arrive à un moment donné, quand on travaille avec elles, à se dire qu'elles ont touché à non pas une représentation de la mort, mais qu'elles ont rencontré la mort dans sa singularité. Et ça, tout être humain s'en passerait bien, si je puis m'exprimer ainsi, puisque, et c'est un peu pour ça aussi, avec tout le respect que j'ai pour les religions, que les religions et les croyances existent, c'est parce que précisément, il est très difficile, il est même impossible pour un être humain de se représenter le néant, l'anéantissement, c'est-à-dire le rien du tout. Si vous demandez à un enfant de dessiner la mort, c'est parfois lui qui est au plus près d'une certaine réalité de la mort et de la finitude. Il va souvent, par exemple, prendre une feuille blanche et la crayonner en noir. Et d'une certaine façon, il représente le néant. Tandis que chez un adulte, par exemple, ou même un adolescent, on va se retrouver avec une représentation plus symbolique, la faux, par exemple, ou des choses de ce type-là, ou une croix. Bref, avec une représentation. Et donc, j'attire vraiment votre attention sur le fait que certaines personnes chez les sinistrés que vous allez rencontrer ont fait une rencontre avec la mort dont ils se seraient
largement bien passées, mais qui va les rendre comme un peu différents. Et vous savez, c'est comme à ces repas de famille ou à des repas entre amis où vous avez l'impression d'être là sans être là parce que votre esprit n'est pas tout à fait dans le lien et dans la relation avec les autres, dans les conversations, dans les émotions partagées. Vous avez l'impression d'être un peu en dehors et ces personnes vont souvent avoir cette sensation. Elles vont l'avoir d'autant plus que ici, ce qui est marquant, c'est que certaines personnes vont perdre aussi un ancrage social. En perdant sa maison, par exemple, ou une partie de sa maison, on perd aussi un tissu social, on perd aussi une forme d'identité. Et moi, c'est quelque chose qui me fait peur par rapport à ces personnes qui ont tout perdu, c'est que finalement, les repères de temps et d'espace qui sont en jeu lors de l'événement au sens strict du terme risquent de prendre une autre forme plus à moyen et à long terme parce que ces personnes, d'une certaine façon, ont été aussi atteintes dans leur espace de vie, dans leur refuge, en quelque sorte. Alors, le critère de qualification du risque traumatique, vous le connaissez certainement, hein, je m'excuse déjà auprès de ceux qui ont l'habitude de traiter de ces phénomènes, c'est la soudaineté et de multiples soudainetés. Quand on va écouter, quand on va recevoir ou quand on va aller sur le terrain écouter les personnes, on va voir qu'il y a eu des séquences et parfois de multiples séquences traumatiques. La montée des eaux et en fonction de la personne, esselée, pas esselée, en fonction aussi, par exemple, de ses possibilités motrices, sauver certaines choses, ne pas en sauver, et puis monter à l'étage, et puis attendre parfois de longues heures, voire parfois 2, 3 jours, avant que l'on puisse atteindre ces personnes. Et donc, elles vont vivre des moments à la fois traumatiques et extrêmement angoissants. Est-ce qu'on peut remettre la dia suivante, précédente, pardon. Moi, je n'arrive pas à le faire, en tout cas. Merci. Alors, il y a, mais je viens d'en parler, le vécu de proximité avec sa propre finitude, la mort, la perte, au sens strict du terme. Je crois qu'on peut l'utiliser en tant que tel ici, le mot perte, pour soi-même ou pour ses proches, de manière générale. Et puis, les personnes vont décrire un sentiment d'effroi, un sentiment d'impuissance et d'absence de contrôle et de maîtrise de la situation. Et ici, j'ai presque envie de dire que l'eau, qui est à la fois la vie, est ici synonyme de mort. Et précisément, les personnes vont nous dire on n'a pas eu le temps, on l'a vu arriver, on n'a rien su faire. Alors, le travail, justement, avec ces personnes, c'est parfois de dire, mais vous avez quand même fait quelque chose. On va en discuter pour reprendre un peu de la maîtrise et du contrôle, mais l'une des souffrances que l'on va rencontrer chez ces personnes, c'est la sensation qui s'impose à elles qu'à un moment donné, elles se sont senties impuissantes. Et dans l'absence de contrôle et de maîtrise, ce qui est évidemment pour l'être humain, de manière générale, extrêmement angoissant et particulièrement difficile au sens strict du terme, pour eux-mêmes ou pour les autres, c'est-à-dire leur entourage. Et donc ici, il y a la notion de sensation d'anéantissement, et dans le mot anéantissement, il y a le mot néant. On en revient à la question de la mort et de cette rencontre. Je peux mettre voilà. Alors, une des choses importantes que l'on apprend avec le temps, lorsqu'on va à la rencontre très très rapidement, hein, que ce soit dans un service d'urgence ou sur un PMA par exemple, c'est-à-dire sur le terrain, c'est que, et c'est là que j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas psychologiser à outrance, mais que nous avons quand même en tant que psychologue un rôle à jouer avec les intervenants de première ligne et à côté d'eux,
et Anne-Claire ne va pas me contredire, je pense, sur ce plan, et nous y reviendrons, parce que la Croix-Rouge a mis en place des binômes de psychologues, mais qui travaillent avec des volontaires, qui font ce qu'on appelle de la bobologie, j'y reviendrai plus tard, et cette action, ces actions, d'une certaine façon, elles répondent d'abord à rencontrer le besoin le plus important des personnes qui sont sinistrées et impliquées directement dans un événement comme celui-ci ou des événements comme ceux-ci, c'est un besoin de sécurité et de sentiment de sécurité. Alors, la sécurité au sens strict du terme, on n'a pas beaucoup de prise là-dessus, bien évidemment. Les intervenants de première ligne, comme les pompiers, vont parler, lorsqu'on est en débriefing avec eux, de leur mission première, qui est de sécuriser au sens strict du terme. Autre chose est de pouvoir reconstruire très rapidement un début de sentiment de sécurité chez les personnes que l'on rencontre. Et donc, les extirper de la situation dangereuse. Et puis, les conduire, par exemple, sur une berge. Je pense à quelqu'un qui me raconte qu'on est venu le chercher en bateau et qu'on l'a ramené sur l'autre berge. Ce qui paraît être tout à fait irréel, presque lorsqu'on l'entend, parce que ça se passe aussi dans d'autres régions et qu'on n'imagine pas qu'on puisse être confronté à ce type de sauvetage, ici et maintenant, et si proche de nous, et qu'on va conduire cette personne dans un centre d'accueil par la suite. Tout au long, il y a un travail de sécurisation et puis un travail qui peut être fait par les psychologues, les assistants sociaux, mais aussi les volontaires qui accueillent ces personnes, de ramener d'une certaine façon, et ça c'est le Bigot qui le dit aussi, dans le monde des vivants, avec des phénomènes de reconstruction rapide, en tout cas, un sentiment de sécurité lié à un espace et à un temps qui ressemblent davantage ou qui repermettent à la personne de se dire qu'elle a quand même un sentiment de maîtrise et de vision de sécurité autour d'elle. Et ça se fait par des choses assez simples finalement. C'est d'accueillir les personnes, demander si elles ont froid, demander si elles ont soif, leur apporter des choses assez simples dans une forme d'humanisation d'une certaine façon et de bienveillance qui leur permet petit à petit de reconstruire un certain sentiment de sécurité alors même que d'autres besoins bien évidemment sont là auxquels on ne peut pas répondre tout de suite mais en tout cas que l'on doit commencer à travailler. Le besoin d'information, par exemple, sur les proches disparus ou sur sa maison, plus tardivement sur les assurances, sur est-ce que le refuge où je me trouve actuellement est ouvert la nuit, est-ce que je dois chercher un autre refuge, qu'est-ce qui va se passer avec les autres membres de ma famille, dans mon quartier. Ce sont des informations que très vite les victimes vont se poser, auxquelles on ne sait pas toujours répondre. Mais comme je l'explique toujours, vous savez, quand vous êtes dans une salle d'attente aux urgences, ça dure vraiment très très longtemps. Quand vous avez un proche qui est aux urgences, ça peut durer des heures. Et parfois, on vous laisse comme ça, parce qu'il y a beaucoup de travail, on vous laisse dans la salle d'attente sans information. Le fait et cela peut conduire d'ailleurs chez certains patients, chez certaines familles, à une forme d'agressivité. Si on va régulièrement voir les personnes, même quand on n'a pas ces informations, mais simplement leur dire qu'on cherche ou qu'on tente de chercher ces informations, ou qu'on va pouvoir leur donner des numéros de téléphone qui va leur permettre peut-être d'être proactifs eux-mêmes pour chercher certaines informations, c'est déjà replacer la personne dans une forme de maîtrise et de proactivité qui les humanise en quelque sorte et les sortent de la situation innommable et où elles ont ressenti une forme d'impuissance. Et donc, c'est leur rendre aussi, sans faire à leur place,
cette capacité à chercher les informations. Et donc, je dis toujours que quand on va à la salle des urgences, régulièrement dire aux personnes, on n'a pas la réponse, mais on l'aura, et dès qu'on l'aura, on viendra vous la communiquer, ça apaise déjà, au sens strict du terme. Alors, le besoin de reconnaissance, c'est un besoin évidemment fondamental et on sait que la reconnaissance est une part seulement du recouvrement du traumatisme, c'est de pouvoir dire à la personne effectivement que ce qu'elle a vécu est extrême et que ses réactions le sont tout autant et que c'est normal, mais que aussi elles sont, sans les réduire à l'état de victime, parce que il y a eu des tendances à victimiser à outrance, ce qui évidemment alors va mettre la personne dans une identité de victime auquel elle risque de se réduire. Il est important de reconnaître l'événement. On est victime de quelque chose, on n'est pas victime tout court. Maintenant, c'est un point de vue personnel, mais qui me semble important parce que les victimes que l'on suit, parfois pendant de nombreuses années, je pense par exemple aux victimes de violences sexuelles, s'il y a un procès, s'il y a une longueur d'une certaine façon à l'incidence sur la vie de la personne de ces événements, il est important justement de ne jamais réduire la personne à son état de victime, comme si cette identité devenait la principale. Alors, un besoin d'écoute active, et on y reviendra parce que lorsque vous allez, ou si vous allez déjà sur le terrain, ou si vous recevez dans votre cabinet ou dans votre centre des personnes qui ont été sinistrées et qui ont vécu ces événements de manière traumatique, eh bien, il est évident que c'est l'écoute au sens strict du terme et ça demande une certaine temporalité précisément dans l'écoute. En n'obligeant jamais la personne, et j'y reviendrai, à raconter. Elle le racontera spontanément et parfois elle ne le raconte jamais, ce qui leur est arrivé au sens strict du terme, mais en écoutant ce que la personne arrive à nommer de ses émotions, des émotions ici et maintenant, mais aussi à un moment donné des émotions qu'elle aura ressenties et qu'elle peut-être elle verbalisera pendant l'événement. Alors, besoin de partage social. Vous avez vu les personnes dans les rues qui travaillaient à déblayer leur maison, celles en tout cas qui pouvaient retourner à leur domicile. Et puis elles font des pauses, elles discutent avec les voisins. Il y a des voisins, il y a des personnes qui ont organisé des barbecues, voilà. Donc il y a vraiment un besoin de partage social. Anne-Claire, je pense, tu seras d'accord probablement avec moi, ce qui manque aussi sur le terrain au jour d'aujourd'hui, il y a spontanément des personnes qui se rassemblent et qui parlent entre elles de leur vécu, mais aussi d'ici et maintenant, et déjà peut-être aussi de la reconstruction, qui arrivent à rire, qui arrivent à partager parfois, à pleurer peut-être ensemble. Mais il n'y a pas eu encore au jour d'aujourd'hui, à mon sens, assez d'organisation, de moments de partage, à la fois pour les victimes, directes et indirectes, mais aussi pour les intervenants de première ligne. Et je pense qu'il faudra avoir une attention particulière, et je le dirai à la fin ici, lors du dernier slide, qu'il va falloir aussi avoir une attention particulière pour tous ceux qui auront partagé, qui auront été au contact des sinistrés, que ce soit l'intervenant de toute première ligne comme le pompier ou le policier, que ce soit l'assistant social, le psychologue ou le volontaire de terrain. Mais il y a... Oui, Anne-Claire, tu veux intervenir? Voilà. Si je puis me permettre, parce que je ne vais pas t'embêter, mais par rapport à ce côté partage social, donc comme tu le dis, normalement dans ce type d'intervention, on essaie de travailler en collectif, ce qui pour plein de raisons n'a pas encore été possible ici. Très pratico-pratique également, parce que les gens, certains nous disent on ne va pas quitter nos maisons, elles sont ouvertes, on ne sait plus les fermer, donc on revient à cette question de sécurité. Par contre, ce qu'on peut constater sur le terrain, c'est que ce collectif, il s'est créé dans les quartiers, spontanément. Et donc, je ne peux qu'inviter, comme le dit Mireille, à ce que, en tout cas, quand maintenant les intervenants
locaux, ceux qui sont là, et vous qui connaissez bien les personnes, c'est d'utiliser ça. Et c'est plutôt que à la limite, plutôt que de les faire venir dans vos structures, c'est aller là et profiter. On sent vraiment quelque chose qui s'est passé dans les quartiers et les gens le disent. On se disait bonjour avant, ben maintenant on se parle, on s'est aidé. Et donc ils ont eux-mêmes mis en place ce partage social et ils ont mis eux-mêmes cette intervention collective. Par contre, elle a besoin d'un cadre. Et donc, je pense qu'on peut maintenant apporter ce cadre, mais j'invite vraiment à travailler sur les rues, rue par rue, quartier par quartier, et plutôt à faire ça, plutôt qu'à la limite de délocaliser et dire venons à une réunion à la commune. Je ne dis pas qu'elle ne sera pas utile, hein, mais voilà, c'était juste ça. Les gens ont fait ce qu'on n'a pas eu l'occasion de mettre en place nous-mêmes, et donc je pense qu'il faut profiter de cette belle opportunité. C'est bien juste, Anne-Claire, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a observé. Il y a aussi des personnes qui étaient particulièrement esseulées dans certains quartiers. Je me souviens d'une petite dame qui ne voulait pas quitter sa maison. Et le fait qu'on soit venu tenter de parlementer avec elle, alors même que sa maison était parfaitement inhabitable, on aurait dit qu'elle était passée dans une grande machine à laver, et bien spontanément, alors les jeunes voisins qui ne l'avaient quasi jamais vue. Vous savez bien comme on est individualiste dans nos vies de manière générale, et on peut être à côté sans jamais être en lien et plutôt être en déliaison. Eh bien, on a assisté à la rencontre, à une vraie rencontre entre ces voisins. Et du même coup, c'est une des leçons à observer pendant ces sinistres, eh bien, c'est que effectivement, là où il y avait beaucoup de déliaisons, il y a eu de la liaison et qu'on peut s'appuyer. Je partage vraiment l'avis quartier par quartier sur ces phénomènes de liaison naturelle pour les organiser à certains moments, pour organiser ce partage social. En douceur, bien évidemment, hein, toujours, parce qu'il ne s'agit jamais d'imposer. Mais de toute façon, à partir du moment où on est sur place et où en douceur on discute avec les personnes, mais on rentre un peu dans ces nouveaux liens qu'elles viennent de tisser, dans tout ce trauma, et on peut effectivement s'appuyer là-dessus pour organiser un peu les choses en termes de collectivité, de prise en charge collective. Alors, ce sera difficile hein, parce qu'on est déjà un peu loin de faire véritablement des diffusings et des débriefings collectifs, mais on sait bien que ces collectivités est parfois encadrée, où on peut faire un peu de psychoéducation autour des phénomènes de psychotrauma ou de phénomènes de deuil. Ça peut réellement être une prévention des chronifications des souffrances psychiques et ça peut aussi simplement permettre à des personnes qui le faisaient naturellement, mais de pouvoir se dire, ben, tiens, moi aussi, je ressens ça, on se sent moins seul. L'anéantissement, je l'ai dit tout à l'heure dans les caractéristiques du psychotraumatisme, ça isole de manière extrêmement cruelle. Et donc, si on peut favoriser, mettre encore plus de liens à ces nouveaux liens qui se sont tissés ou qui se sont renforcés lorsqu'ils étaient existants, eh bien ça c'est quelque chose à mon sens de très humanisant aussi et qui permet de diminuer la prévalence de ces souffrances. Anne-Claire, tu veux peut-être de nouveau compléter? N'hésite pas. Non, 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 je t'en prie. Merci. Les besoins de rituels, ben vous les connaissez bien évidemment. Ils sont fondamentaux. On me demande souvent la question de savoir si, par exemple, la minute de silence ou si ces rituels collectifs imposés par l'État, comme les deuils nationaux, ont un sens. Et je réponds toujours qu'ils en ont un. Parce qu'à un moment donné, la nation s'arrête. Et plutôt que de minimiser un événement, elle va tenter d'une certaine façon de le rendre un peu plus collectif et surtout de ne pas le minimiser. Et ça, c'est fondamental. Alors, ça paraît être peut-être
allez, un peu, j'ai entendu ça, quelqu'un qui me disait, mais c'est cucul la praline. Mais je pense que c'est un bon exemple quand je prends cet exemple de la minute de silence, mais il y en a plein d'autres évidemment qui sont plus individuels, plus particuliers, interculturels. C'est fondamental parce que c'est ce qui humanise aussi et ce qui rend en quelque sorte euh, l'événement ou les événements du côté d'une certaine façon de la communauté humaine. Et diminue l'effet de barbarie, entre guillemets, de ce qui arrive à ces personnes et qui impacte toute une communauté. Donc, il faut les favoriser et dans notre société, il faut bien le dire, le temps qui est dévolu au rituel, qui est d'une certaine façon une sublimation de certaines émotions comme la tristesse profonde, etc., qui va envahir les personnes. Ce temps est de plus en plus court, en quelque sorte. Les lieux aussi sont très formatés. Et finalement, vous le savez bien, on accepte la souffrance de l'autre dans notre société pas trop longtemps non plus. Hein. Il faut reprendre le cours de la vie. Et donc ces rituels, quand ils n'ont pas lieu et lorsque nous nous occupons, par exemple, de personnes primo-arrivantes qui nous racontent que les rituels ont été empêchés volontairement par l'ennemi, nous savons que ça va créer aussi des formes de deuil gelé et de deuil pathologique grave. Et d'une certaine façon, ça prévaut aussi de la volonté, d'une forme de barbarie. Donc, dans nos sociétés, lorsqu'il y a des événements de ce type-là, il faut être attentif à ces besoins de rituels et au temps et à l'espace que cela demande. Peut-être la dia suivante. Je n'ai pas prise hein, sur le... Ah voilà. Non, je sais. Bon. Alors, la prise en charge, c'est une prise en charge immédiate hein, du psychotraumatisme. Alors, il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas d'urgence psychologique. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Comme je l'ai dit, il ne faut pas psychologiser à outrance, mais les psychologues ont, comme les assistants sociaux, ont à avoir une réponse par rapport de manière holistique par rapport à ces événements, parce que c'est une intervention immédiate qui a pour objectif, d'une certaine façon, de réduire la charge émotionnelle, la charge anxieuse, qui va être elle-même constituée, va d'une certaine façon nourrir la charge traumatique. Alors on pourrait se dire, mais non, mais les gens ne sont pas à ça. Mais évidemment qu'on ne va pas faire de psychothérapie sur le terrain, mais on va faire plutôt ce qu'on appelle de la psychoéducation et on va parfois simplement en demandant comment ils vont ici et maintenant, permettre à ces personnes d'ouvrir aussi une part, de s'arrêter aussi sur leurs émotions. Et on le fait en douceur parce que il ne s'agit pas non plus, alors que ces personnes sont peut-être fortement dans le faire. Vous avez vu que les personnes sur le terrain, elles raclent, elles lavent, elles sont parfois en collectivité pour le faire et parfois bien esselées, mais en tout cas, elles sont dans le faire. Et quand on est dans le faire, évidemment qu'on a moins de sensations d'impuissance, quoique beaucoup de personnes m'ont raconté que lorsqu'elles étaient dans leur maison, ce qu'il en restait, et qu'il y avait beaucoup de volontaires qu'elles ne connaissaient ni d'Ève ni d'Adam dans leur maison, elles avaient de nouveau une forme de sensation d'incontrôle et d'impuissance parce que c'était comme des petites abeilles autour d'elles dans leur propre maison qui touchaient à tous les objets, les mettaient dehors et elles n'avaient plus la sensation de maîtriser quoi que ce soit. Et donc, il faut pouvoir aussi permettre à ces personnes de verbaliser ces moments-là pour qu'elles en fassent quelque chose et que ce soit digérable par le psychisme. Donc la gestion de crise correspond à une forme de guidance, en quelque sorte, psychologique, mais guidance au sens propre du terme, au sens presque du signifiant du terme.
Et donc, on va faire aussi beaucoup de psychoéducation sur la question du psychotrauma et sur certains symptômes qui peuvent apparaître, qui ne constituent pas encore une psychopathologie, vous le savez bien, mais qui sont des réactions tout à fait normales. Et on peut alors non pas les banaliser, mais aider à ce que ces personnes comprennent, parce que certaines vont vous dire qu'elles se sentent tellement différentes d'avant qu'il y a un avant et un après, qu'elles ne comprennent pas leurs réactions. Si je prends par exemple l'hypervigilance, je pense à un patient que nous avons reçu ici aux urgences, victime, et puis, à un moment donné, il s'est mis littéralement à hurler parce que la pluie et le vent avaient conduit les gouttes d'eau sur sa fenêtre et ça faisait le bruit, évidemment, un bruit qui l'a immédiatement réactivé, qui a réactivé immédiatement les sensations qu'il a eues pendant l'événement. Eh bien, ça, quand on arrive à expliquer simplement aux personnes que c'est une réaction normale de réactivation, de reviviscence, ça apaise déjà parce que vous comprenez ce qui vous arrive et comprendre, c'est déjà en partie en tout cas permettre une digestion et permettre un apaisement. Donc, chez ces personnes sinistrées, endeuillées avec des deuils multiples aussi, il va donc falloir travailler avec cette notion de psychoéducation. Et est-ce que quelqu'un veut peut-être partager aussi une expérience par rapport à ça, par rapport à la psychoéducation typique de la prise en charge dans la clinique du trauma? Qui peut être typique d'autres, bien sûr, interventions, hein, mais ok, on peut passer à la suite. Nathalie Swint, excusez-moi pour le nom de famille qui est écorché, du SAPV, a levé la main. Oui, c'est bien ça. Bonjour à tout le monde. Et le nom de famille n'est pas écorché, c'est rare. Donc déjà, merci. Mais voilà, ça t'a franchement interpellé positivement par ce que vous expliquez. Et c'est vrai que quand j'interviens vraiment au niveau de la police, c'est vraiment la première intervention avant d'orienter. Et j'explique toujours que les comportements qu'on va avoir qui peuvent paraître anormaux, comme une dame qui me dit, Madame, ça fait une demi-heure que je tourne autour de ma table, est-ce que je suis folle? Et donc, c'est toujours d'expliquer, ce n'est pas vos comportements, mais ce que vous avez vécu qui est anormal, qui est un peu irréel par certains moments, et que le comportement qu'on va avoir par la suite répond en fait à ce côté irréel de la situation. Et donc, on voit vraiment que quand on explique ça, ça apaise de suite en disant, donc je ne suis pas folle. Non, vous n'êtes pas folle. Réaction, enfin, je veux dire, situation anormale déduit, enfin en déduction, comportements qui peuvent paraître anormaux parce que pas habituels. Voilà, les paroles, les mots, les gestes ne sont pas ceux qu'on fait habituellement. Et c'est vrai que l'expliquer comme ça, en disant, voilà, vous le comprenez, mais c'est juste la réaction que vous avez à ce que vous avez vécu qui n'est pas normale. Et on voit vraiment que ça apaise. On voit qu'ils se disent, OK, bah, je ne deviens pas complètement cinglé, on me le dit. Et donc, bah, je vois vraiment ce que vous expliquez en disant, le fait de comprendre ne résout pas tout, mais on voit dans quoi on est et on a l'impression que les personnes vraiment victimes, et comme vous l'avez dit, victimes de quelque chose. Je le dis aussi, vous n'êtes pas une victime, mais vous êtes victime d'un vol, vous êtes victime voilà, de vif. Mais on voit qu'il y a, comme si pour elle, il y avait un chemin qui commençait déjà à se tracer où on a remis en fait un cadre et on a raccroché les pieds un peu sur terre en disant voilà, et on va aller dans ce sens-là par la suite. Et donc, tout ce côté ramener du rationnel dans ce qui est pour les victimes donc d'événements traumatisants, de chocs émotionnels, dans ce qui est irrationnel, ben ça leur fait du bien. Donc voilà, c'était un peu... Et je suis contente d'entendre vraiment tout ce que vous expliquez parce que je me dis que je ne me plante pas du tout trop dans mon travail. Et c'est vraiment rassurant. Donc, merci. Merci. Vous avez raison. C'est vraiment et vous qui travaillez en toute première ligne, hein, juste après un événement, et parfois même
vous devez annoncer avec la police un événement cruel, par exemple, à des parents. C'est quelque chose, ce sentiment d'irréalité que les personnes ont pendant longtemps. Et remarquez que si vous y réfléchissez un peu, du fait que nous sommes impactés nous-mêmes par cet événement, puisque cela vient défigurer notre propre région, il est difficile de ne pas connaître quelqu'un où soi-même nous sommes impactés. Il y a ce sentiment, mais ce n'est pas possible. Ce sont des choses qu'on voit à la télé, dans des pays lointains où il y a des moussons, pas chez nous. Et donc, c'est renforcé aussi parce qu'ici, c'est un phénomène dit naturel. Je vais faire une petite parenthèse. Il y a trois grands types de psychotraumatisme. Ceux d'origine naturelle, ceux d'origine technologique, comme un accident de voiture, ou les incidents d'origine humaine, et notamment tout ce qui concerne la violence. C'est des catégorisations qui en sont pour pouvoir s'y retrouver, mais d'une certaine façon ici, et très très rapidement, et c'est quelque chose qui m'a frappée, et peut-être vous allez rencontrer ça de plus en plus lorsque vous allez aller à la rencontre des victimes, c'est que oui, c'est un phénomène à caractère naturel, mais très vite vient s'y associer une forme, entre guillemets, chez ces personnes déjà de violence humaine. On n'est pas venu, le fait par exemple que certaines personnes aient attendu très longtemps avant qu'on vienne les chercher, alors même que ça s'explique, hein, les pompiers qu'on a rencontrés nous ont expliqué que par mesure de sécurité, il valait mieux parfois les laisser là où elles étaient et venir pour ne pas faire ce qu'on appelle un suraccident. Mais pour les personnes qui se sont senties abandonnées lors de cet événement, alors ça prend, si vous voulez, le caractère typiquement naturel prend aussi une forme de violence. Et donc tout ça, ce sera à travailler également. De même que si je reviens à ce que Nathalie disait, les choses ou les sensations que les personnes ont, leurs réactions qu'elles ne comprennent pas, je pense notamment de violence et d'attentats. Une patiente qui a volé en dessous d'une table lors d'un feu d'artifice. Comme elle était déjà suivie et qu'elle avait eu en psychoéducation, elle savait ce qu'était l'hypervigilance, elle a pu tout de suite se dire après, alors que toute l'assemblée, elle a pu mettre des mots sur cette réaction, mais effectivement, la psychoéducation, c'est dire il vous est arrivé quelque chose d'absolument exceptionnel, vous allez voir qu'effectivement, alors vos réactions le sont tout autant. Voilà. On va continuer parce que je ne me rends pas compte, il est déjà 9h56. Oui. Il y a quelqu'un qui a son micro qui est probablement resté ouvert et comme je n'ai pas la main sur tout le monde instantanément, est-ce qu'il veut bien ou elle veut bien le couper, s'il vous plaît? Voilà, donc ici, comme je l'ai remis, et Anne-Claire, tu peux évidemment... le dispositif que le CISU notamment a mis en place me semble être effectivement le plus adéquat. Pourquoi? Parce que ce soit dans les rues, les habitations, les centres d'accueil, il faut pouvoir s'appuyer effectivement, notamment sur les volontaires, mais sur la question des besoins fondamentaux lorsqu'on fait du porte-à-porte et que vous avez des personnes qui ont porté de lourds objets, qui sont restés pendant déjà plusieurs heures, plusieurs jours, avec les mêmes bottes et les mêmes chaussettes, et qui commencent à avoir des cloches, voire des plaies infectées, sans compter les dermatites liées notamment au mélange eau et carburant, eh bien, le fait de venir avec quelqu'un qui fait de la bobologie, je ne sais pas si ce terme existe, je ne sais pas s'il faudrait trouver, quoi, mais voilà, c'est Anne-Claire qui me l'a suggéré. Eh bien, c'est l'idée qu'effectivement, on a une approche holistique, on vient avec, d'une certaine façon, une approche corps-esprit, hein, et les deux ne sont pas séparés. Et ça permet, en douceur, vraiment, et c'est bien accueilli, j'ai envie de dire, de parler aussi du ressenti et de faire cette psychoéducation, j'y reviendrai plus tard. Voilà.
Donc, on ne pourra pas toujours le faire, mais je pense que c'est une approche vraiment à la fois individuelle et collective qui est à cultiver. Je vais mettre la dia suivante. Alors, de manière générale, ben ça, je ne vous apprends rien, hein. L'écoute active, c'est évidemment une écoute empathie. J'utilise toujours le mot doux, le mot de la douceur. Alors ça aussi, ça paraît peut-être un peu cuculapraline, mais je crois que quand on a cette approche de se présenter, et ça c'est la checklist, et je la commence ici parce qu'il faut qu'on avance, d'entrer dans une habitation, s'il n'y a pas de danger, j'insiste hein, là-dessus, il ne faut pas créer un suraccident, il faut y être invité. Hein. On n'intruse pas dans un groupe qui est dans une rue, on le fait en douceur. Quand on toque, on continue à avoir les gestes de bienséance, si je puis m'exprimer ainsi, parce que ces personnes ont parfois, pas toutes, elles ont tout perdu, elles ont eu la sensation d'avoir, comme je l'ai dit, perdu toute maîtrise et tout contrôle. Alors si on intruse, entre guillemets, l'endroit qui est et qui reste leur refuge, ça devient quelque chose qui vient se rajouter en quelque sorte. Et on n'est d'ailleurs pas souvent bien accueilli alors quand c'est comme ça. Mais on ne respecte pas le lieu. Comme si, puisqu'il était dévasté, il n'avait plus de valeur. Or, il en a encore une très importante pour ces personnes. Donc, c'est vraiment fondamental de se présenter, d'entrer dans l'habitation en y étant invité, au sens strict du terme. Voilà. Alors, favoriser avec douceur l'expression des émotions, du ressenti, ici et maintenant. Hein, ne pas venir avec les émotions de l'événement au sens strict du terme, déjà passé, et pas toujours d'ailleurs, encore passé pour ces personnes, encore parfois dedans. Alors maintenant, les jours ont passé, mais vous savez qu'il y a 20-25 ans d'ici, on pensait que l'événement traumatique allait se diluer, la souffrance liée à l'événement, la souffrance psychique allait se diluer comme du sirop de menthe dans un verre d'eau, parce qu'on allait faire raconter aux personnes. On sait au jour d'aujourd'hui que c'est quelque chose qui est au contraire, sauf si les personnes viennent spontanément vous raconter, mais demander de raconter ce qui leur est arrivé, c'est créer un moment de reviviscence pour ces personnes. Et donc, c'est une forme, entre guillemets, hein, je mets 10 000 guillemets, mais c'est une forme de violence. Et donc, on ne demande plus de raconter, mais par contre, on va en douceur demander le ressenti ici et maintenant de ces personnes si elles veulent bien le partager. Et alors, dire que les réactions qui sont ressenties sont OK, normales, c'est ce que Nathalie disait, c'est l'événement qui est anormal. Les réactions peuvent être, et alors là, je vous ai mis un petit résumé, mais il suffit d'aller évidemment revoir la nosographie, mais c'est les tremblements, les sursauts, l'hypervigilance, la sidération dans laquelle les personnes se trouvent parfois encore, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, de la fatigue, de l'anxiété. Ce sont les cauchemars aussi, je ne les ai pas mis, mais qui sont une forme de digestion hein, du psychotrauma. Il faut bien s'imaginer que les personnes qui ont vécu un événement potentiellement traumatisant et qui risquent de développer un traumatisme, cela forme comme un trou dans le psychisme. Ce n'est pas quelque chose qui devient tout de suite et qui prend la forme d'un souvenir. C'est quelque chose qui est à l'état brut. C'est pour ça que j'insiste toujours, et je ne suis pas la seule, sur le fait de ne pas faire raconter à la personne ce qui lui est arrivé, parce que, étant donné que c'est toujours à l'état brut, ou en tout cas chez certaines personnes à l'état brut, dans le psychisme, c'est créer un moment de reviviscence. Et on sait alors que les personnes vont revivre toutes les émotions ou une partie des émotions qu'elles ont vécues pendant l'événement, ce qui n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, le cerveau, ici, on peut dire des phrases comme le cerveau, ou si c'est un enfant, ce que tu as dans la tête a pris part à l'événement traumatique. Il était
tu as dû t'adapter ou vous avez dû vous adapter. Il ne sait pas tout gérer et c'est tout à fait normal. Et puis alors on sait qu'en clinique du trauma et dans la psychothérapie, on va revenir sur la question de la gestion. Et des personnes qui pensent avoir été dans la non-gestion totale, eh bien, on va pouvoir aller leur dire qu'en réalité, certains gestes qu'elles ont faits ou qu'elles n'ont pas faits leur a sauvé la vie. Et que d'une certaine façon, si elles sont là, ici et maintenant, c'est qu'elles ont fait quelque chose au sens strict du terme, mais on ne sait pas dire ça tout de suite. Ça, c'est dans le travail psychothérapeutique par la suite. Donc, d'autres phrases, c'est pour l'instant, vous êtes dans l'action, mais lorsque vous vous arrêtez, peut-être, c'est à ce moment-là que des images, des odeurs, les gens nous parlent déjà beaucoup d'odeurs, nous reviennent, que l'angoisse et la tristesse vous envahissent, et pouvoir dire que c'est tout à fait normal, que c'est même d'une certaine façon une forme d'adaptabilité, que de ne pas enfouir ces sentiments, eh bien, c'est l'occasion aussi de pouvoir dire qu'on sera là maintenant à moyen et à long terme et qu'il existera des endroits où effectivement une écoute active et parfois plus psychothérapeutique sera possible de manière générale. Je pense que je fais une parenthèse, il y a et on aura pas mal de réunions pour essayer qu'il y ait une plus grande accessibilité pour ces personnes, parfois de milieux très paupérisés, à accéder à l'aide psychothérapeutique. Et donc, vous savez bien que ce n'est pas particulièrement facile, que ça coûte de l'argent, etc. Mais donc, je pense qu'il y aura d'une certaine façon à travailler ces questions-là et je sais qu'il y aura des réunions prévues pour ça. Voilà. Alors, cette perte de repère, on l'a dit, elle touche le temps et l'espace. Et donc, voici ce qui me semble être un peu à proscrire, entre guillemets. Donc, il ne faut pas minimiser. Je pense que le travail de la clinique du psychotrauma, c'est souvent de dédramatiser, mais certainement pas de minimiser. Or, vous savez qu'il y a une tendance naturelle dans la société, mais même chez les proches des victimes, à minimiser pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas envie de se dire que c'est possible, on veut rester dans une forme de naïveté. Et on n'a pas aussi envie par exemple, lorsqu'il s'agit d'un proche, de se dire après un braquage, par exemple, que son épouse est fortement impactée. Et donc, on va dire après un accident de voiture, par exemple, où il n'y a pas eu de dégâts physiques, on va dire ce n'est que de la tôle froissée, alors que la personne a eu la peur de sa vie et que maintenant, il lui est fortement difficile de reprendre le volant. Donc, il faut pouvoir dire qu'il faut éviter de minimiser, alors que c'est une tendance naturelle que nous avons tous pour nous protéger et protéger ceux qu'on aime. Ne pas chercher à déculpabiliser. Alors là, c'est toujours plus difficile. La culpabilité, d'une certaine façon, puisque les événements psychotraumatiques plongent les personnes dans une forme d'anéantissement et une sensation d'une certaine façon d'inconfort lié à la non-maîtrise ou la sensation de non-maîtrise. La culpabilité, c'est paradoxal, mais la culpabilité, c'est une façon de reprendre une forme de contrôle, parce que c'est chercher une forme de sens à ce qui arrive et qui est pourtant innommable. Et donc, il ne faut pas à tout prix déculpabiliser la personne. Par contre, de nouveau, avec douceur et grâce à la psychoéducation, on peut renvoyer le fait que cette culpabilité qui habite absolument toutes les victimes, c'est quelque chose qui arrive tellement rapidement dans le discours de toutes les victimes, telles qu'elles soient. Je n'aurais pas dû aller par là, je n'aurais pas dû m'habiller comme ça, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment, et je dis toujours, mais non, vous étiez au bon endroit au mauvais moment. S'il s'agit par exemple d'un attentat, c'est celui qui a perpétré l'attentat qui était au mauvais endroit au mauvais moment et par volonté. Donc, il faut pouvoir ne pas casser, tuer la culpabilité, mais pouvoir lui donner une autre
d'une certaine façon, une forme plus constructive. Alors, vous me direz, on ne fait pas ça peut-être dans les rues ou dans les... Mais on peut commencer, ne serait-ce qu'en ne touchant pas trop vite à cette culpabilité, mais en expliquant qu'il s'agit en partie, en tout cas, d'une recherche de sens. Alors, ne pas banaliser, ne pas parler d'autre chose. Parce que parfois, on est tellement envahi par la souffrance de l'autre dans les rues. Quand vous rentrez dans une application, vous êtes devant et que la personne se met tout à coup à pleurer alors que 30 secondes avant, elle était dans le fer et elle avait l'air d'avoir le sourire, ben, c'est quelque chose de bouleversant parce que vous êtes sur le même lieu, vous êtes avec elle sur le lieu des événements, donc c'est très impactant. Et il s'agit alors de ne pas, pour se protéger ou pour avoir la sensation de protéger l'autre, de tout de suite alors consoler de manière, vous voyez ce que je veux dire, en mettant un couvercle sur les émotions. Donc, et parfois on change de sujet, c'est une des voies, hein, c'est de changer de sujet. Alors, ne pas donner de fausses promesses ou ne pas promettre des choses telles que ça ira mieux, oh, vous verrez, les assureurs vont passer, une fois que les assureurs sont passés, ça ira mieux. On ne peut pas promettre quelque chose sur lequel on n'a pas de prise. Or, c'est une tendance aussi pour consoler. Alors, vous savez bien, vous êtes des professionnels, vous savez, mais quand on est sur les lieux d'un psychotraumatisme, on a des réflexes, bien sûr, liés à notre profession, mais aussi très humains et donc plus proches de notre personne. Et donc, c'est pour ça que je me permets de dire ici qu'il ne faut pas faire des promesses ou de fausses promesses. Surtout quand on ne sait pas, vous savez que l'information, il vaut mieux dire qu'on ne la connaît pas plutôt que de donner une fausse information à la personne. Mais je suis passée l'autre jour, c'était hier à Tilf, au centre, vous voyez, au château où se trouvent des personnes sinistrées. Et là, ils ont organisé une permanence avec des assureurs. Mais là, par exemple, c'est une information que vous connaissez parce que vous l'avez lue sur un tableau, ils sont très structurés. Et donc, là, voilà, c'est une information que vous pouvez donner. Ce n'est pas une promesse, c'est une information que vous pouvez donner. Ah ben, je sais que pour vous, de telle heure à telle heure, je ne sais pas moi, le vendredi, eh bien, des assureurs seront là pour vous. Voilà. Alors, ne pas relativiser à la place des impliqués. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. On l'a entendu dans les médias, on l'entend dans les conversations, puisque ça habite les conversations de tous les Liégeois et de la province de Liège. On a tendance à hiérarchiser. D'ailleurs, les personnes qui viennent nous trouver à la clinique du trauma, à l'unité de psychotraumatisme, ou ici, parfois au CHU, parfois aux urgences, elles ont tendance comme ça, parfois à dire il y a certainement plus grave que moi, je suis désolée de prendre de votre temps. Mais ça, c'est la personne qui le fait elle-même. Moi, j'ai tout perdu dans ma maison, mais ma maison ne sera pas détruite. Donc, je suis déjà contente. C'est la personne qui le fait elle-même. Ne pas le faire à sa place. Ne pas dire, vous allez garder votre maison, c'est une bonne nouvelle. Hein. Pour la personne, peut-être que ce n'est pas une bonne nouvelle, parce qu'alors on s'approprie en quelque sorte un sentiment, alors que chez l'autre, ce n'est pas tout à fait ce qu'elle attendait. Et par ailleurs, on relativise à sa place et donc, quelque part, on lui vole, entre guillemets, on lui vole une part de son autonomie psychique. Et donc ça, c'est très important de ne pas relativiser à la place des impliqués. Et ne pas, je l'ai déjà dit, et je n'y reviendrai plus, mais ne pas demander aux impliqués de raconter. Ils le font eux-mêmes et parfois ils ne le feront jamais. Ce n'est pas parce que les personnes ne racontent pas ce qui leur est arrivé qu'elles ont plus de risques de développer une chronification liée au traumatisme ou de développer un deuil pathologique. Parfois, ce qui est innommable reste innommable. Quand on a pu travailler sur les émotions, qu'on a pu travailler sur les sensations,
qui n'est pas la même chose que les émotions, c'est déjà quelque chose d'important. Et le fait que, d'une certaine façon, les personnes ne veulent pas raconter, c'est un mécanisme qui leur semble, il faut faire confiance aux personnes, qu'elles soient adultes, enfants ou adolescents, et on ne peut pas faire à la place des personnes parce qu'alors, de nouveau, on leur vole une part de la maîtrise et de la sensation de maîtrise qu'elles ont précisément la plupart du temps perdue au moment de l'événement traumatique. Madame Schwind, Nathalie Schwind voudrait intervenir. Mais c'est surtout une question, en fait, quand on est dans une situation où il n'y a pas le choix à quelqu'un d'auditionner, où on doit expliquer justement ce qui s'est passé, comment nous, à notre niveau, est-ce qu'on peut préparer, est-ce qu'il faut le dire, que ça, elles vont peut-être revivre des choses. En fait, comment les préparer au mieux? Parce que forcément, je travaille dans un secteur où la plupart du temps, on doit redire et rapidement. Et donc, c'est un peu savoir quelles sont vraiment les meilleures manières de préparer quelqu'un à revivre aussi en audition ce qu'ils ont vécu. Donc, Merci Nathalie pour cette question parce que c'est une question qui se pose par exemple aussi au CPVS, au Centre de prise en charge des violences sexuelles, ou à l'hôpital à un moment donné ou à un autre, et parfois très rapidement puisque c'est l'objectif en quelque sorte. À la fois, on va avoir un accueil psychosocial sans psychologiser et avec tout ce dont je vais parler, et puis en même temps, alors on est dans un contexte où la recherche de la véracité historique va prendre une place importante et parfois très tôt dans le processus de prise en charge alors holistique. Et donc, il va avoir l'intervention, évidemment, nommée par un juge d'une audition. Et vous avez raison, vous avez déjà un peu répondu à la question. Le fait alors, dans ce contexte particulier où, d'une certaine façon, la police va stimuler la personne à raconter pour avoir le plus rapidement possible une forme de véracité historique. Et on a aussi à travailler la question avec alors la police et les juges d'instruction, que précisément les personnes ont des défauts de mémoire du fait de l'éclatement de l'espace et du temps pendant l'événement, et que cette première audition peut être complétée et on va avoir des dissonances par rapport à d'autres auditions, et ça fait aussi partie de la symptomatologie du psychotraumatisme. Et donc, pour revenir à votre question, je ferme la parenthèse, c'est que effectivement, on peut faire de la psychoéducation et de préciser que peut-être la personne va avoir une forme de reviviscence, qu'elle va ressentir et parfois, je pense que si, de nouveau, c'est fait correctement et avant l'audition, ça peut vraiment avoir une incidence sur la digestion, en quelque sorte, et une forme d'amoindrissement de ces reviviscences. Mais on ne peut pas les empêcher totalement. Et ça, c'est lié au contexte judiciaire. Oui, tout à fait. Alors, une attention particulière aux parents, mais aussi pour les enfants et les adolescents. Et j'ai complété un peu ça par 2 slides il y a quelques jours. Je crois qu'il faut pouvoir, évidemment, pour les parents, faire de la psychoéducation. Les parents ou les personnes qui vont s'occuper des enfants, il y a eu beaucoup d'initiatives de crèches qui se sont réouvertes, par exemple, pour accueillir les enfants. Je pense aussi à des stages, notamment un tout près de Méry qui a été réalisé vraiment dans l'urgence pour accueillir les enfants sinistrés. Un, pour pouvoir permettre aux parents de retourner sur les lieux, de nettoyer en toute sécurité sans devoir avoir une attention particulière pour les enfants dans un univers qui restait dangereux physiquement, mais aussi permettre à ces enfants de se réapproprier notamment la nature de manière générale, alors même qu'elle a été destructrice. Et donc c'est un commencement très précoce de lieux où les enfants pouvaient
de rythme, des notions de base en termes de temps et d'espace, notamment de retrouver aussi des moments de sommeil hein, dans les rythmes, de pouvoir repartager des repas, etc. Et ça, je crois que ces initiatives-là, elles sont vraiment à développer et à mettre en valeur parce qu'elles permettent de manière très rapide de ramener les enfants à leur nature d'enfant et à leur statut d'enfant. Parce que ce que l'on va voir aussi dans certains cas, ce sont des enfants qui vont participer au fait de nettoyer la maison, par exemple, de ranger certaines affaires. Et alors là, on pourrait se dire, comme ils sont actifs avec les parents, et on sait que le fait d'être actif recouvre un peu le psychotrauma et le fait, mais d'un autre côté, ils vont être confrontés en revenant sur les lieux à une maison complètement détruite. Et je me souviens d'un jeune enfant qui avait des réactions tout à fait normales et c'était dramatique de le voir pleurer parce que simplement il a compris que les animaux domestiques et ces petits animaux n'avaient pas survécu ou en tout cas avaient disparu. Donc, confronter, ça c'est déjà une première chose, l'enfant à l'événement en revenant avec lui sur les lieux. Il faut pouvoir un tout petit peu le préparer avant si c'est le cas et trouver aussi des structures et ouvrir de plus en plus de structures qui les accueillent dans précisément des endroits où la sécurité et où les rythmes et l'espace-temps puissent se reconstruire. Anne-Claire, tu veux peut-être me compléter? Non, te poser une question. Navré, je t'en rajoute une couche. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Ce qui m'inquiète, moi, je pense à une famille notamment que j'ai vue vendredi, ou samedi, je ne sais plus, c'est des enfants qui sont restés sur place, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont restés dans les maisons. Et j'avoue que je suis assez effarée de ces décisions, sans les juger, mais de me dire, il y a tellement de gens qui sont dans des milieux qui, pour moi, sont catastrophiques avec des enfants. Et donc, voilà, par rapport à ce que tu dis ici, comment les aider au mieux? Parce qu'eux, ils sont confrontés tout le temps, puisqu'ils sont restés sur place, parce que le premier étage restant habitable, mais le rez-de-chaussée n'existe plus. Ils ont perdu tous leurs jouets, enfin, il n'y a plus rien. Et voilà, et donc, je me demandais si tu avais des conseils à ce niveau-là. Oui. Voilà, je vois aussi que j'ai des collègues de l'ONE qui sont là, donc ça peut être intéressant pour nous. Oui, tout à fait. On m'a posé déjà cette question-là, je ne sais plus, mais c'était à SNE, on me dit mais pourquoi est-ce que les personnes veulent absolument rester, ils sont là avec leurs enfants, etc. Mais d'abord, c'est peut-être accepter l'idée que ces personnes restent là parce qu'une maison, c'est presque un membre d'une famille. Réfléchissez un petit peu à vous lorsque vous vous dites mais à qui est-ce que je ne voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose? Quand on est parent, je pense que c'est d'abord à ses enfants, puis à ses parents, voilà, bref, à ceux qu'on aime. Et puis souvent vient, quand on demande aux gens de presque hiérarchiser, c'est pas très charmant ce que je dis, mais en tout cas, la maison vient souvent dans la liste. Comme si on la personnalisait, c'est comme si elle devenait un peu un être vivant en quelque sorte. Et qu'on loue ou qu'on soit chez soi, hein, de manière générale. Et donc, la maison, c'est le refuge, la plupart du temps en tout cas, et c'est presque un membre à part entière d'une famille ou d'une communauté. Et c'est ce qui explique en grande partie le fait que ces personnes veulent rester. En plus de choses plus pragmatiques comme le fait qu'on ne sait pas fermer la maison et qu'il y a des voleurs et que donc on ne veut pas être en plus dépossédé par d'autres du peu qui vous reste. Et c'est l'idée de reconstruire un nid dans le nid pourtant dévasté. Je pense que c'est un mécanisme de défense collectif assez classique et qu'on va retrouver aussi sur des scènes humanitaires en temps de guerre. C'est pour ne pas perdre totalement maîtrise et contrôle, pour
d'une certaine façon encore avoir une attention particulière pour son propre refuge, c'est de reconstruire en quelque sorte dans ce qui est dévasté un refuge dans ce qui était un refuge complet. D'une certaine façon, on pourrait faire l'analogie avec son propre psychisme. Alors, est-ce qu'on doit inviter ces personnes à quitter ce lieu? S'ils restent relativement sécurisés, je pense qu'on peut se dire que c'est important de les aider là où ils sont et où ils ont décidé de continuer à être, y compris les enfants, mais de pouvoir faire en sorte peut-être que ces enfants puissent souffler dans d'autres ailleurs, en quelque sorte. Et c'est pour ça que je parlais de ces lieux d'accueil, de les favoriser, mais sans les arracher, en quelque sorte, à ce refuge. Et je pense qu'il y a aussi l'idée de rester ensemble dans ce lieu où on va reconstruire une sorte de petit refuge, de pouvoir continuer à l'habiter et pas simplement à y vivre. Madame, pardon, excusez-moi, je vous coupe une minute. Je sais qu'on a dépassé le temps. Vous avez une autre réunion. Je voudrais savoir si on peut terminer. Oui. Je ne sais pas combien d'IA il reste à présenter. Peut-être les deux dernières, celles que j'ai ajoutées Oui. pour avoir parce que le reste est assez clair, je pense. Hein. Voilà, il suffit de lire, mais mon Dieu, je n'ai pas vu le temps passer. Oui. Point d'attention chez les adultes, les enfants et les adolescents qu'on a déjà pu observer. J'attire votre attention sur le syndrome de dissociation. Le syndrome de dissociation, il peut prendre diverses formes jusqu'à la décorporation. Notamment, on va rencontrer ça chez des victimes de violences extrêmes. Donc, c'est d'une certaine façon être là sans être là pour s'extirper notamment de la douleur que l'on peut rencontrer. On a rencontré pendant le plan d'urgence hospitalier des personnes qui étaient dans cet état. Au CHU et probablement ailleurs, peut-être aussi dans les postes médicaux avancés et dans les centres d'accueil de personnes qui sont restées encore pendant de longues heures dans cet état dissociatif. D'une certaine façon, un état dissociatif, c'est un mécanisme de défense pendant les événements pour se protéger de l'événement lui-même, notamment par exemple de l'angoisse et de la douleur, mais toutes les études montrent, et on en a fait encore une dernière avec le professeur Adélaïde Blavier dans notre unité, c'est qu'elles sont délétères à moyen et à long terme. Pourquoi? Parce que l'état dissociatif, c'est une forme de disjonction du psychisme, et qui va provoquer neurologiquement, d'une certaine façon, une incapacité par la suite du cerveau. Je simplifie, hein. Mais si vous vous adressez à cette question, notamment pour les violences à caractère sexuel, il faut aller lire notre amie Muriel Salmona, qui est une psychiatre et une psychanalyste française vraiment, qui dépeint très très bien ces états dissociatifs. Mais en tout cas, ça provoque des troubles de la mémoire importants, ce qui empêche la personne parfois de digérer et de changer l'événement brut en souvenir. Et donc, je vous conseille d'être très attentif aux personnes qui vont décrire peut-être cet état très étrange dans lequel elles se sont trouvées. Voilà. Et l'une des actions en clinique psychosociale du traumatisme au moment des faits et tout de suite après les faits dans la prise en charge, c'est justement de tenter en douceur, toujours, de sortir la personne de cet état dissociatif lorsqu'elle est en sécurité, bien évidemment. Alors, on a déjà observé des syndromes de glissement, notamment chez des personnes plus âgées, c'est-à-dire des états de grande déstabilisation physique et psychique qui peuvent être marqués par de l'anorexie, des troubles du sommeil,
un comportement d'une certaine façon de repli et parfois d'opposition à toute aide, à tout mécanisme qui irait du côté de la vie. Des personnes qui restent dans des états de survie, mais qui vont surtout lâcher d'une certaine façon et qui ne vont pas être vers la reconstruction. Voilà, on observe ça évidemment beaucoup en gériatrie, et d'ailleurs ce terme est issu des études en gériatrie. Et alors moi, quelque chose qui m'interpelle et qui, dans ma clinique de manière générale, notamment chez les primo-arrivants, qui ont tout un parcours d'exil, d'abord de psychotraumatisme dans leur pays d'origine, et puis d'exil, et parfois des événements psychotraumatiques au moment de l'exil, et puis les difficultés que c'est d'être reconnu en tant que réfugié, d'avoir de nouveau un statut, une identité. J'ai peur que des enfants et des adolescents qu'apparaissent des formes, c'est une forme d'état dissociatif, hein, la résignation, mais qui va être un état qu'on peut caractériser de léthargique, voire de comateux, vraiment des enfants, des adolescents dont on a l'impression qu'ils tombent dans une forme de coma, comme s'ils étaient enfermés dans leur propre corps. Parce que je pense à des quartiers de Verviers où il y a des communautés qui ont connu ce parcours d'exil et qui venaient peut-être d'avoir une maison, et qui vont se retrouver dans un état de nouveau de délabrement, de perte totale de repères et d'identité. Et je pense qu'il va falloir être attentif à ce que ce type de syndrome n'apparaisse pas, ou en tout cas s'il apparaît, de pouvoir d'abord le comprendre et pouvoir y être attentif et de pouvoir en prendre soin. Alors, une dernière dia, point d'attention. Je pense que nous tous, nous sommes impactés par cet événement. Quand il y a un attentat, en plus on sort du Covid, où toute notre vie de soignant est très impactée, mais aussi notre vie privée, toute la société. Donc cet événement-ci, pour la région liégeoise au sens large du terme, mais pas seulement, hein, parce que plusieurs régions effectivement ont été touchées, mais si je parle de notre région en particulier, c'est qu'on est tous un peu pris dans ce sentiment d'irréalité. Je pense que, en tout cas, je parle pour moi, mais peut-être vous partagez la même chose, on est un peu, même si on est dans l'action, un peu empli de tristesse, de culpabilité d'être, par exemple, dans son jardin, alors que d'autres n'ont plus rien. Bref, il va falloir être attentif à nous, en quelque sorte, avec, vous les connaissez, hein, les syndromes de vicariance, c'est-à-dire une sorte de contamination avec les scènes traumatiques. Je passe, hein, parce que c'est les fatigues de compassion liées notamment à la résonance que ça implique. J'insiste aussi sur le fait, et je ne l'ai pas mis ici, mais d'une certaine façon, certains intervenants de première ligne sont intervenus dans les premiers temps tout en étant impactés eux-mêmes. Et ça, c'est quand même singulier. De se dire, je pense à des ouvriers communaux qu'on a rencontrés du côté de Tilf et qui ont eux-mêmes tout perdu et qui ont insisté, parfois certains étaient en vacances, pour aller sur le terrain et pour aller aider directement dans leur commune. Donc, il va falloir avoir déjà maintenant une attention très particulière pour toutes ces personnes-là, avec une approche proactive, préventive, psychosociale, individuelle et collective. On parlait avec Anne-Claire de la nécessité de cette approche plus communautaire, plus collective. J'espère qu'on va pouvoir s'appuyer sur certaines structures pour mettre en place des groupes de parole, des moments individuels et aussi collectifs.
Et alors ça, c'est une vision qu'on a depuis un certain nombre d'années dans mon service ici au CHU par rapport à la prévention, mais ça vaut aussi pour les victimes et les sinistrés, hein, mais aussi pour les intervenants, pour diminuer la prévalence de l'articulation entre les troubles, notamment musculo-squelettiques, mais aussi des troubles de la digestion, par exemple, des troubles comportementaux comme les assuétudes et des psychopathologies du travail, évidemment, comme le burn-out ou ce dont on vient parler, la vicariance ou la fatigue de compassion, c'est d'avoir aussi une approche psychocorporelle. Nous travaillons depuis un certain nombre maintenant d'années, et ça s'est fortement accentué avec le Covid, et bien de prise en charge kiné-psycho en duo pour travailler le corps et le psychisme qui, dans notre société et dans notre vision de la médecine, est encore un peu trop séparé et qui pourtant, et avec le psychotraumatisme, avec le travail du deuil et des deuils multiples, on sait que tout ça, ça se vit évidemment dans le corps et que donc cette approche peut aider. Voilà, de manière générale. J'ai largement dépassé le temps. Le téléphone vient de sonner, je pense que c'est pour me rappeler à l'ordre. Merci beaucoup. Vous avez une question ou en tout cas, vous pouvez... normalement, je suis déjà en vacances aujourd'hui, mais vous pourrez, je suivrai en tout cas mes mails et si vous avez une question, vous pouvez évidemment me l'envoyer ou à Anne-Claire. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Nous reviendrons vers vous, hein. Il y a eu des discussions déjà pour aménager aussi d'autres séances, peut-être aussi avec d'autres intervenants pour explorer cette question et d'autres qui reviendront du terrain. Voilà, je crois qu'on peut clôturer cette réunion, cette présentation et merci à tous. Je vous remercie. Oui, et à très bientôt. À très bientôt.